Dans cette vidéo, nous révélons les tours de magie les plus impressionnants de Criss Angel traversant une grille aux jumelles télépathes, Van Hagen ayant bluffé Penn et Teller. En bonus, nous aborderons également l'illusion cauchemardesque de Marcel, l'illusion de corps coupé de Dan Rod et bien plus encore. Sans plus attendre, commençons. L'illusion du portail de Criss Angel. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Au début du tour, le magicien est enfermé dans un bâtiment sans toit, à la porte cadenassée. Avant qu'il n'entre, un spectateur vérifie la solidité de la porte pour confirmer qu'il n'y a pas de trucage. La seule façon logique pour lui de sortir du bâtiment, si le cadenas de la porte n'est pas ouvert, est de sauter par-dessus la clôture. Cependant, Criss a d'autres projets. Tout d'abord, Criss passe sa jambe droite à travers la porte, ce qui est assez normal car elle est faite de barres de fer et il y a de l'espace entre les barres. Bien qu'il y ait des espaces entre les barres par lesquels ses mains et ses jambes peuvent passer, tout son corps ne peut pas passer, à moins que la porte ne soit ouverte. Criss passe bras et jambes par la porte, puis demande un carton qu'il tient devant la porte, bras tendus. Le magicien utilise le carton pour couvrir son corps du cou vers le bas et réalise une illusion incroyable. Pendant qu'il utilise le carton pour couvrir son corps, Criss traverse la porte de façon magique. Après le passage du magicien, la caméra montre que la porte reste intacte. Eh bien, comment Criss Angel a-t-il réalisé son tour de magie ? Voici une explication de la façon dont il l'a fait. Au début, lorsqu'un homme examine la porte, il ne l'examine pas correctement. Il n'a pas touché le côté droit de la porte exprès. En observant les barreaux, on remarque que les jonctions à droite de la porte sont plus épaisses que d'habitude. Lorsque le magicien traverse soi-disant la porte, il pousse son corps avec force, mais cela ne serait pas le cas s'il glissait réellement à travers la porte de façon magique, car il n'aurait pas besoin d'exercer de force sur la porte. De plus, il aurait ouvert la porte plus facilement s'il avait utilisé ses mains au lieu de la pousser avec son corps. Mais il ne pouvait pas utiliser ses mains, elles tenaient en le carton. En fin de compte, Criss a dû pousser son corps contre 6 charnières, ce qui demandait une certaine force et était inconfortable. Leurs 6 charnières sont placées au centre de la porte, ici. Voilà pourquoi il est passé par le milieu de la porte. Avant de recevoir le carton, le magicien s'est placé pour passer au centre de la porte. Il sait que son tour ne marchera pas des deux côtés de la porte. Après que le magicien a traversé la porte, les barreaux ont éraflé ses côtés. Ainsi, il n'était pas à l'aise pour réaliser l'illusion. De plus, il ne se serait pas couvert de carton s'il avait vraiment traversé la porte en utilisant des pouvoirs mystiques. Il a utilisé le carton pour cacher les charnières pendant qu'il traversait la porte. L'illusion cauchemardesque de Marcel. Récapitulons ce qui s'est passé pendant la représentation. Le magicien s'allonge sur un lit, règle un réveil, se couvre et s'endort. Il disparaît soudain, remplacé par une femme en costume noir effrayant. D'autres artistes en tenues étranges rejoignent la femme sur scène avec une plateforme. Le lit de Marcel est ensuite déplacé à l'arrière et une nouvelle plateforme arrive sur scène. Cette plateforme a un support sphérique au sommet d'où sort une grande étincelle. Après l'étincelle, le magicien réapparaît sur la plateforme dans un autre costume. Ensuite, Mantes les force d'entrer dans une cage et la cage est entièrement entourée de rubans adhésifs noirs. Par la suite, la cage est suspendue dans les airs par une corde au-dessus de la scène et chacun des artistes y enfonce de longues lances. La cage est ensuite surélevée puis enflammée. Peu après que la cage s'enflamme, les artistes apportent le lit devant la scène et étendent la couverture du magicien dessus. Étonnamment, Marcel réapparaît sur le lit, indemne et vêtu du costume du début du spectacle. Eh bien, comment Marcel a-t-il réalisé cette illusion ? Voici une explication de la façon dont il les a réalisées. Tout d'abord, le lit sur lequel le magicien dort n'est pas plat en dessous, mais courbé. On remarque aussi un espace sombre entre Marcel et le lit lorsqu'il s'allonge après avoir réglé le réveil. On dirait que le drap du lit est fendu et qu'un objet se trouve à cet endroit. Mais après ce moment, il se couvre avec le couvre-lit. De plus, après s'être couvert, on remarque que ses jambes ne semblent pas normales sous le drap, car il y a une étrange bosse à l'endroit où se trouvent ses jambes. La bosse est là car la femme en laquelle il se transforme se cache sous les draps, ses jambes dans la base incurvée du lit. La femme était sous les draps avec lui lorsqu'il les a tirés sur eux. Elle se place devant lui pendant qu'il recule sa taille. C'est pourquoi il ne retire pas toute la couverture en se redressant pour régler l'alarme. S'il l'avait fait, la femme aurait été exposée et ses ruses inefficaces.
Lors de l'échange, Marcel disparaît soudain, et la femme prend sa place sur le lit. Quand la femme apparaît, le magicien se cache dans le compartiment secret du lit, laissant visible une fente au-dessus. De plus, après que la femme soit descendue du lit, le lit n'est pas retiré de la scène. Le lit est attaché à une sphère sur une plateforme qui génère une grande étincelle. Le lit est placé sur la plateforme pour permettre à Marcel de sortir du compartiment caché. Il quitte le compartiment caché du lit et se dissimule sous la plateforme. Par la suite, le lit est retiré après que le magicien se soit caché avec succès dans la base de la plateforme. Ensuite, il se révèle et se tient sur la plateforme lorsque le support sphérique produit une énorme étincelle. Nous remarquons aussi une porte camouflée sur la plateforme, par laquelle Marcel sort lors de la grande étincelle. La base de la plateforme, courbée comme celle du lit, permet au magicien de s'y dissimuler discrètement. En observant le magicien en cage depuis le côté, nous avons noté certains détails par rapport aux deux présentateurs. Une bosse sous la cage, c'est là que Marcel se cache après que la cage ait été recouverte de ruban noir. Lorsque plusieurs lances sont plantées dans Cajun tendant dans la cage enflammée, il se réfugie dans le compartiment inférieur au sol. En même temps, le compartiment inférieur de la cage, relié au lit, permet à Marcel d'entrer dans le compartiment caché du lit. Nous remarquons un mouvement sous le lit après la connexion avec le compartiment inférieur de la cage. Par la suite, le lit a été détaché de la plateforme de la cage et est revenu à la position initiale qu'il occupait au début du spectacle. L'artiste a ensuite soulevé la couverture pour que Marcel sorte de la cachette et s'allonge sur le lit. Des jumeaux télépathes ont dupé Penn et Teller. Faisons un bref récapitulatif de la performance. Au début de leur numéro, Sacha choisit des cartes au hasard et les transmet télépathiquement à sa sœur Poppy. Ensuite, Allison est appelée sur scène pour mélanger 67 cartes de sport olympique dans un bol sur la table. Ensuite, on lui demande de retirer une des cartes pour en mémoriser le contenu. Après l'avoir mémorisée, on lui demande de la placer dans les mains de l'une des sœurs jumelles, dont les mains sont positionnées tournées derrière son dos. Après avoir reçu la carte, elle ne peut la regarder qu'après que sa sœur jumelle ait soufflé dans son sifflet. Fait fascinant, après avoir consulté la carte, elle transmet télépathiquement le nom du sport à sa sœur jumelle, qui lui tourne le dos. Ensuite, un bol avec 99 médailles d'oreille d'or olympiques est donné à Allison, qui doit refaire ce qu'elle a fait avec les cartes. Mais cette fois, Sacha ne distingue pas bien la médaille car elle la fait tourner dès que sa sœur jumelle siffle. Poppy a de nouveau reçu le message télépathique de sa sœur alors qu'elle lui tournait le dos. Ensuite, les filles et le code y demandent à Penn de sélectionner une balle de ping-pong parmi plusieurs portant les noms des athlètes médaillés d'or. Après avoir fait son choix, on lui demande de le montrer à Sacha et, comme elle l'a fait plus tôt, elle envoie le nom à sa sœur par télépathie. Poppy prononce alors le nom du médaillé d'or sur la balle de ping-pong sans regarder sa sœur. Comment les jumelles Van Hagen ont-elles fait leur tour ? Voici une explication de la façon dont elles les ont réalisées. Après leur performance, Penn a demandé aux filles si les tours qu'elles avaient réalisés étaient en des choix libres. Y avait-il des choix libres ? Oui, absolument. C'était un choix totalement libre. Les filles ont répondu que les choix d'Allison étaient libres, tout comme ceux des juges. Ensuite, il leur a demandé s'ils avaient peu codé les noms. Mais est-ce possible ? Tu étais en train de coder ? Mais ils ont dit qu'ils ne l'ont pas fait. Cela signifie que puisqu'il n'y avait pas de codage impliqué, Sacha n'avait aucun moyen de communication pour transmettre des informations à Poppy. Transmettre l'information à sa sœur, quel que soit le moyen, aurait été vu comme du codage. De plus, les magiciens n'ont pas le droit de mentir lorsqu'ils sont interrogés par Penn et Teller, car les producteurs de l'émission connaissent déjà à l'avance la véritable méthode utilisée pour le tour. Elles ont trompé Penn et Teller, qui n'ont pas compris le tour de lecture de pensée des jumelles. Au premier tour, Poppy avait mémorisé les 3 premières cartes et sa sœur a fait un faux mélange évident. Quand elle tient le paquet dans ses mains, elle prend les cartes du dessous et les mélange au-dessus. Cependant, son index sépare les cartes du dessus pour éviter qu'elles ne se mélangent. Ensuite, elle remet les cartes qui étaient initialement au-dessus du paquet à leur place, de sorte que les cartes retrouvent leur ordre d'origine. Cela aide sa sœur à réciter facilement les 3 premières cartes dans l'ordre. Quand Allison est appelée, nous remarquons 2 tables sur scène. La première table a un bol contenant les cartes, et l'autre a un grand dé et un bol contenant des médailles.
De plus, nous remarquons que Sacha se tient juste devant le grand dé, les mains derrière le dos, lorsque l'animateur lui remet la médaille et la carte. Une assistante est assise derrière elle, tenant un scanner radio-identification par fréquence. Ce scanner lit les puces radio-identification par fréquence des cartes de sport olympiques pour détecter leurs informations. Quand la carte est placée derrière le dos, l'assistante dans le dé la scanne pour détecter ces informations. Après détection, l'assistante transmet l'information à Poppy par oreillette, confirmant l'absence de communication entre les filles. Pour confirmer notre affirmation concernant l'utilisation d'une oreillette, on peut la voir dans l'oreille droite de Poppy lorsque les filles montent initialement sur scène. Comparée à Sacha, elle n'a rien dans l'oreille droite. L'oreillette n'est donc pas incluse dans le micro porté à l'oreille gauche. Leur deuxième tour avec la médaille d'or a été fait de la même façon, avec l'aide de l'assistante dans le dé. Nous avons remarqué que les bols auraient pu être sur la table, à côté d'Alison, mais ne l'ont pas été. C'est parce que ce gros dé semblerait suspect, s'il ne servait à rien dans leur performance. Cependant, ils ont réalisé leur dernier tour différemment, car les balles de ping-pong n'ont pas de puce radio-identification par fréquence. De plus, aucun gros dé ne permet à un assistant de se cacher près des juges. En prêtant une attention particulière à la façon dont les 2 premiers tours ont été exécutés, les 2 filles faisaient face au juge lorsque Poppy a prononcé les mots inscrits sur la carte et la médaille. Mais elles leur ont tourné le dos lors de leur dernier tour. C'est parce que Poppy n'a pas prononcé les mots inscrits sur la balle de ping-pong. C'est Sacha qui l'a fait et elle l'a dit à voix haute. Penn et Taylor n'ont pas découvert la supercherie car les jumelles, avec des voix similaires, les ont trompées. Poppy a bougé ses lèvres en synchronie avec la voix de sa sœur pour donner l'impression qu'elle parlait. Poppy avait mémorisé les noms sur les balles de ping-pong, donc dès que Sacha disait le prénom d'un athlète, Poppy connaissait aussitôt le nom de famille et pouvait synchroniser ses lèvres avec la voix de Sacha. L'illusion de séparation du corps de Dan Rhodes. Résumons rapidement la performance. Le magicien invite Mandy sur scène et lui demande de s'allonger sur une boîte plateforme. Ensuite, il perce la boîte à l'aide d'une perceuse, alors que le corps de la juge s'y trouve. Après avoir percé la boîte, il ouvre sa base. Le bas du corps de la juge disparaît, seules ses jambes visibles bougent. Il reconstitue son corps et la fait sortir debout de la boîte. Fait fascinant, la juge semble être en parfaite condition et sans la moindre égratignure. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Voici une explication. Avant qu'Amanda ne s'allonge dans la plateforme en forme de boîte, on remarque que sa base est assez épaisse. De plus, l'angle de la caméra a été modifié lorsque le juge s'est assis à l'intérieur, et la raison de ce changement sera révélée au fur et à mesure de notre explication. De plus, après qu'elle se soit allongée dans la boîte, on remarque que ses genoux sont pliés, ce qui ne serait pas le cas si la boîte avait une base plate. Cependant, du point de vue du public, la boîte semble avoir une base plate. Lors de l'observation suivante, Dan a percé une fenêtre en haut de la boîte, permettant à Mandy d'y passer la main. Il n'a pas créé de fenêtre pour le bas de la boîte contenant sa taille. Peut-être voulait-il cacher quelque chose. La perceuse à main qu'il a utilisée dans son tour était truquée, il n'a donc pas percé la boîte. Cela aurait donné une mauvaise impression à l'émission télévisée si une vraie perceuse à main avait été remise à Dan pour sa performance sur scène. En réalité, la mèche de la perceuse est rétractable, donc au lieu de percer la boîte, elle se rétracte vers l'intérieur et dans le corps en plastique de la machine. De plus, la machine est suffisamment longue pour contenir la mèche lorsqu'elle se rétracte à l'intérieur. De plus, pendant qu'elle est allongée dans la boîte, la partie de la robe au niveau de la taille n'est pas complètement droite, mais s'affaisse vers le bas. Sa robe tombe car ses fesses ne sont pas bien droites dans la boîte. Ses fesses sont sous torse aux oins, ils sont sous l'alignement de son écran, trouvé onjit si ajolos haut du corps et de ses jambes bien de ses jambes. Cela explique pourquoi le bas de son corps n'était pas visible lorsqu'il a ouvert la boîte. Le célèbre tour de lévitation au ballet de Michael Grandinetti. Voici un bref résumé de la performance. Au début de son illusion, Michael fait reposer le bras d'une femme sur un balai et fait léviter ses pieds au-dessus du sol de façon magique. Le magicien, son bras sur le balai, soulève la femme et la fait flotter horizontalement. Il fait passer un anneau métallique autour de son corps en lévitation jusqu'au balai. Le magicien fait cela pour montrer que rien n'est utilisé pour la maintenir suspendue dans les airs, si ce n'est la magie. Ensuite, il la repose au sol et la remet debout. Vous vous demandez comment il a fait. Voici pourquoi. Étrangement, un tube dans les poils du balai maintient l'assistante du magicien en l'air.
Ce tube est creux en haut, permettant d'y insérer un mécanisme pour l'illusion de lévitation. En réalité, la femme porte un harnais conçu pour supporter tout son poids sous sa robe. Même si sa robe est courte, le harnais ne peut pas être vu car il est seulement fixé à son bras jusqu'à sa taille. Il y a un connecteur spécial sous son bras droit qui s'insère dans le haut creux du tuyau dissimulé dans les poils du balai. Lorsque le mécanisme soulève son buste, elle lève les jambes pour aligner son corps à l'horizontale. Ses jambes ne reposant pas sur le support sous son buste, elle les soulève par erreur plus haut que son corps. La folie du Rubik's Cube. Récapitulons brièvement la performance. Le jeune magicien débute son numéro en invitant Amanda sur scène. Il lui demande de prendre un morceau de papier et d'en lire le contenu sans révéler ce qui y est écrit. Assise devant lui, il place un Rubik's Cube et un bocal transparent dans un sac en papier qu'il ferme. Ensuite, le magicien sort le bocal. Le Rubik's Cube s'y trouve désormais par magie. Ensuite, il tend à la juge un autre Rubik's Cube et lui demande de le mélanger. Il fait monter plusieurs jeunes magiciens qui mélangent chacun un Rubik's Cube. Alors qu'Amanda mélange son cube, le magicien lui demande d'arrêter quand elle veut. Mais il lui demande de dire « stop » lorsqu'elle arrête de le mélanger et de lever le cube bien haut dans les airs quand elle s'arrête. Quand le juge dit « stop », les jeunes magiciens cessent d'offendre de mélanger leurs cubes et placent chacun le leur dans un support de cadre. Avant d'insérer leur cube, le magicien demande au public d'allumer et de lever la lampe torche de leur téléphone. Il demande alors à Amanda ce qui est écrit sur son papier, et c'est « amour ». Il prend le cube, l'insère dans le support, fait pivoter le cadre, et le Rubik's Cube forme un motif d'amour. Pour son dernier tour, il retire le tissu étalé sur la table après avoir réalisé une illusion, et le mot « amour » est écrit sur la table. Comment le jeune magicien a-t-il fait son tour ? Voici une explication. Le Rubik's Cube que le magicien place dans le sac en papier au début du tour est creux et sans base. Une fois que le magicien met le cube dans le sac, il se replie et est placé sur le côté gauche du sac. Cependant, sur le côté droit du sac en papier, il y a un bocal en verre dans lequel un Rubik's Cube est inséré. De plus, le bocal transparent qu'il met dans le sac est en plastique, ce qui se voit à son aspect trouble. Il pose le bocal à gauche du sac, à l'endroit du cube plié auparavant. Il écrase le sac, le bocal plastique se comprime et le cube plié passe sous le bocal en verre. Après avoir écrasé le bocal fragile, le magicien sort le bocal en verre du sac et le montre. Il jette alors le sac avec un bocal plastique et un cube plié. Pour être juste, la juge ne semble pas impliquée. Elle mélange juste le cube au hasard puis s'arrête. Le magicien n'a pas mélangé le cube après l'avoir pris de la juge, il l'a directement placé sur le support. Quand le magicien et ses collègues insèrent leur cube dans le support, leurs autres mains paraissent derrière celui-ci. Ils l'ont fait car l'arrière du support, sauf les rangées du haut et du bas, est rempli de clapettes. Ces clapets ne peuvent pas être vus de face et sont reliés horizontalement. Leurs mains derrière le support, ils tournent les clapets pour former le motif d'amour.